Fabien Roussel qui veut remplacer le RSA par un salaire complet. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Pense à t'abonner. Bon, l'objectif de cette vidéo, c'est de faire naître un débat sur ce que l'on peut mettre en place en France pour supprimer ce fichu RSA. Plus de RSA. C'est terminé, les gars. Le RSA, effectivement, c'est une petite rustine de vie, mais tu dois en avoir besoin qu'une seule fois et ponctuellement. Après tous les autres RSA, du balai, ça dégage. Le mec, il veut pas bosser, eh ben il a pas d'argent. Point barre. Ouah, j'étais un petit peu violent quand même ici là. Bah, c'est pas grave, ça va exciter les gauchistes. Allez, on écoute ce qu'a à dire notre ami Fabien Roussel. Alors Fabien Roussel, si tu le connais pas, c'est tout simplement le secrétaire national du Parti communiste français, un réseau social je crois que c'est ça qu'ils ont mis sur le truc. Ouais, réseau social depuis 1920. Ils ont devancé Facebook. C'était pas foufou comme blague, je vais peut-être couper ça au montage. Allez, on écoute ce qu'il a à dire. Quand on met en place un revenu de solidarité active pour dépanner les gens, je suis pour quand c'est temporaire. Mais quand ça fait 40 ans que ça dure, que ce sont des générations entières, on a tué des familles. On a tué des gens, on a perdu leur dignité. Il y a un truc qui est très vrai, c'est que oui, effectivement, le RSA, ça peut être une petite rustine de vie, comme je le disais en introduction. Et ça doit pas être une solution à long terme. Quand le mec, ça fait 10, 20 ans qu'il touche le RSA, il va pas me dire «Ouais, mais avec le RSA, on peut pas vivre convenablement». Bah dans ces cas-là, tu trouves un job, et si tu peux pas trouver de job, c'est que c'est une autre problématique. Donc dans ces cas-là, ça veut dire que le mec profite du RSA, profite de cette situation qui vise à donner de l'argent à tout va, même aux branleurs. Et ça doit dégager. T'imagines l'économie qu'on pourrait faire en France si on reversait pas de RSA aux personnes qui n'en ont absolument pas besoin, ou tout du moins profitent complètement du système. Des parasites, quoi. Dis-moi, Chatty, combien de personnes ont le RSA en France et combien est-ce que ça représente en dépenses d'argent au niveau de l'État? Allez, fais-toi un petit café, Chatty va réfléchir pour nous. Pas trop vite, Chatty, j'ai mon café à prendre, attends, bouge pas. Voilà, c'est bon. Donc, on a 1,85 million de foyers en France qui percevraient le revenu de solidarité active. Solidarité active. Ça implique que le gars, il bouge ses fesses, tu vois. Ce qui représente une baisse de 2% par rapport à l'année précédente. Alors lui, il se base sur 2023, ok d'accord. Donc il y a un peu moins de personnes, c'est très bien. Toujours 2% de gagné, il n'y a pas de petites économies. En tenant compte des conjoints, des personnes à charge, cela correspond à environ, ah oui, 3,3 millions de personnes vivant avec le RSA. T'imagines? Donc l'État consacre environ 12,3 milliards d'euros pour le RSA, soit environ 0,5% du produit intérieur brut de la France. Bah, je dis, il n'y a pas de petites économies. Donc ça veut dire que 12,3 milliards, c'est un peu plus que ce qu'on dépense dans l'immigration. À titre de comparaison, il n'y a pas de sous-entendu ou de sous je ne sais quoi. Et ça fait une moyenne de 520 euros par foyer. Ouais, tu vois, avec 520 euros, on peut pas vivre par mois, gna 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 gna. Ouais, pendant ce temps-là, ils ont aussi la CAF, l'électricité gratuite, tout ce qui va bien autour. Donc ça reste du que pour vivre, mais en même temps, ils ont quand même pas mal d'autres aides. Et ça, je trouve pas ça normal. Surtout au vu de ce que je paye comme impôt. Dignité. Je suis moi pour remplacer le RSA par un salaire et proposer à chaque Français. C'est un objectif que je fixe. C'est mon ambition pour la France. Proposer à chaque Français ou un emploi, ou une formation et un salaire à temps plein en échange. Alors ça marche. Ça marche dans une vraie France. Déjà, proposer une formation. Ah, Pôle emploi. Ah non, pardon, France Travail maintenant. Attends, j'ai connu l'ANPE, Pôle emploi, France Travail. Je pense que dans 2, 3 ans, ils vont nous trouver un nouveau logo que tu vas payer avec tes impôts. Mais ceci dit, ça existe déjà, hein. Tu arrives au chômage, donc tu as cotisé, tu as déjà un petit peu travaillé, et tu arrives au chômage, bah, Pôle emploi te propose une formation rémunérée sur tes cotisations. Ça me paraît logique. Dis-moi, ChatGPT, est-ce qu'une personne qui sort des études, qui n'a jamais travaillé de sa vie, a le droit ou au chômage ou au RSA? Malheureusement, cette situation, bah, elle marche pas pour un étudiant. C'est-à-dire que tu sors de tes études, quoique il y a beaucoup d'étudiants qui sortent au-dessus de 25 ans, donc tu peux à première vue pas trop toucher le RSA et le chômage. Mais la plupart du temps, bah, tu quittes tes darons quand tu as trouvé un job. C'est un petit peu ce qui se fait dans la vie de tous les jours quand tu es à peu près dans un foyer conforme. J'irai pas virer mes gamins parce que il a 18 ans, qu'il a toujours pas de boulot, qu'il a toujours pas fini ses études ou quoi que ce soit. Ça fait partie de l'éducation des parents. Et de toute façon, il me semble que jusqu'à 21 ans, tu es toujours responsable de ton gamin. Bon, ceci dit, on va continuer à écouter ce qu'il a à dire. Il faut un emploi et il faut une formation. Donc tout ça, c'est déjà prévu par le contexte que l'on a actuellement. Donc il invente rien, le gars. Il n'invente absolument rien. Maintenant, il dit qu'il faut trouver un emploi. Oui, ok, pas de problème. Mais il faut des emplois en fonction bah, des domaines qui sont demandés.
l'offre et la demande. Mais de l'autre côté, très honnêtement, si j'étais patron artisan, j'aurais pas envie d'embaucher. Pas dans les circonstances actuelles de l'État. Pas où tu te fais taxer toutes les 5 minutes, où on t'augmente les cotisations de ton salarié en supplément. Donc ça veut dire que derrière, il faut que tu augmentes le prix sur tes devis, donc tu es moins compétitif qu'une autre personne. Parce que l'État veut toujours taxer plus pour pouvoir engraisser les grosses fesses de nos politicards, qui ne réinventent pas la roue, à première vue, mais qui font passer que de l'idéologie. Et pendant ce temps-là, toi, patron, bah tu te fais taper dessus à la moindre petite erreur. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les politicards non plus. Donc ça veut dire que oui, effectivement, trouver de la formation pour les gens et les rémunérer parce qu'ils ont eu un travail avant ou parce qu'ils ont eu une formation avant. Je te rappelle que l'éducation, elle est payée par tes impôts, donc ça veut dire que tu es censé sortir de tes études, soit avec un bac général et tu es capable de tout faire, soit avec un BEP, un bac pro ou un bazar comme ça. Donc tu es déjà formé pour un métier. Donc en théorie, tu peux trouver du job derrière. Proposer à chaque Français ou un emploi, ou une formation et un salaire à temps plein en échange. Quelqu'un qui se lève le matin pour aller se former pendant 6 mois et qui revient avec un CACES pour travailler dans la logistique ou avec un brevet d'électricien, pendant sa formation, il doit être rémunéré. Aujourd'hui, on leur propose 700 €. On leur propose que dalle. Ils partent en formation, ils reviennent endettés. C'est pas possible, ça. Et donc, ceux qui sont au garantir à RSA, chacun un emploi, oui. une formation et un salaire, c'est un projet de société. Fabien Roussel, Plus personne ne devrait être au chômage en France. Ouais, ça c'est une belle idée de communiste. Plus personne ne devrait être au chômage en France. Mais pour ça, il faudrait, comme je l'ai dit juste avant, avoir une France qui donne envie aux patrons d'embaucher, qui donne envie aux entreprises de pouvoir créer de l'emploi. Sauf qu'aujourd'hui, bah, on te taxe à tout bout de champ et c'est une problématique beaucoup plus grande que ça. Enfin, je veux dire que si tu prends un employeur, il serait ravi, mais complètement ravi de pouvoir embaucher pour pouvoir prospérer. C'est naturel, tu as envie de gagner du pognon au même titre que ton patron a envie de gagner du pognon. Et de l'autre côté, on va lui dire, ouais, tu peux embaucher, mais sur 1000 euros, tu vas devoir aussi payer 1000 euros de cotisation. Donc ça veut dire que ben, tu vas devoir facturer 2000 euros minimum de devis de trouver des clients par mois. Mais au-dessus de ça, comme tes patrons, bah, on va te demander 2000 euros supplémentaires. Donc ça veut dire que pour un seul salarié, tu vas devoir minimum trouver 4000 euros de devis par mois pour le payer, juste pour le payer. Enfin, pour le payer, non, pour lui donner une modique somme de 1000 boules et derrière reverser 3000 boules à l'État. Tu vois pourquoi il n'y a pas beaucoup de patrons qui ont envie d'embaucher en France et tu vois pourquoi il y a beaucoup de grosses entreprises comme ArcelorMittal qui veut se séparer de 600 salariés en France? Imagine, je t'ai fait le calcul sur une seule tête, sur un seul employé dans une entreprise et il est en dessous du SMIC dans mon calcul. Ah, j'avais quand même pas embêté à calculer la valeur du SMIC avec le reversement et tout ce qui va bien derrière. Je te fais une petite simplicité de calcul. Et encore une fois, le sujet est ouvert au débat en dessous. Moi, je serais d'avis à la chose suivante et pour le coup, justement, ça va faire partie du débat. Il faudrait reverser la totalité des cotisations aux employés. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu es censé toucher 2000 boules brutes, tu touches 2000 boules brutes. Et tu es responsable derrière. Tu es responsable de tes congés, tu es responsable de ta maladie, tu es responsable de ta retraite, tu es responsable de ton chômage. C'est exactement ce que je fais en tant que freelance. Je gère mon argent comme si je n'avais pas l'État derrière moi. Grosso modo, nique ta mère, l'État. Et c'est totalement faisable. Bien évidemment, faut pas être payé 2000 boules par mois, sinon ça marche pas. Mais comme l'État, sur un salaire de 1000 euros, au final, récupère 3000 euros supplémentaires, tu te retrouves avec 4000 boules à gérer. Et ça, tu peux largement le faire. Tu peux parfaitement mettre 1000 euros de côté pour ton assurance chômage et couvrir à peu près 6 mois de revenus d'avance. Petite cagnotte au cas où que tu n'as plus de job. Et puis les 2000 euros restants, bah, tu les mets dans une mutuelle santé, dans une mutuelle de sécurité sociale, dans tout simplement l'achat d'ETF ou d'actions pour ta retraite et tu es bonnaise avec ça. Tu es très bien. Et ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Ce sont des calculs à titre d'exemple pour pouvoir faire en sorte que tout le monde ait à peu près les mêmes informations, les mêmes chiffres et qu'on puisse débattre, faire naître des idées autour de tout ça dans les commentaires. On va écouter BFM TV sur le sujet d'ArcelorMittal. Vous l'avez appris cet après-midi, 600 emplois sont menacés. Cette question simple, je ne sais pas, mais en tout cas très claire, que va faire le gouvernement? Oui, clair, mais pas très simple. Que faire?
que peut faire le Mais que peut faire le gouvernement? Il a rien à foutre là-dedans, le gouvernement. Il doit foutre la paix aux entreprises. Ouais, ArcelorMittal, il a reçu des millions et des millions d'euros d'aide publique pour pouvoir décarboniser. Bah, c'est encore une nouvelle preuve que finalement, l'écologie, ça marche pas. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Ceci dit, si les mecs, ils virent des gens en France et qu'ils vont chercher exactement les mêmes salariés en Inde, bah, c'est qu'il y a une raison. Ça coûte moins cher ailleurs. Pourquoi est-ce que ça coûte moins cher ailleurs? Bah, parce que les salariés, ils coûtent pas aussi cher là-bas. Et ça me fait rire quand j'entends les mecs dire: «Ouais, de toute façon, c'est les salariés qui créent la richesse, sans, salariés, il y aurait pas d'entreprise». ArcelorMittal, il va en Inde, il a pas besoin des salariés français finalement. Donc cette phrase-là ne marche pas du tout au final. gouvernement? S'occuper des salariés pour leur reconversion, pour les accompagner vers la retraite, mais ce que doit faire surtout un gouvernement, c'est penser les industries de demain et d'après-demain. C'est de ne pas faire croire ceux qui sont dans les industries, qui sont quand même des industries d'hier, qu'il y a un Eldorado devant eux. Non, il faut, pour ces régions-là, pour ces villes-là, installer déjà les usines de demain et d'après-demain. La réindustrialisation, Mais tu peux pas réindustrialiser, tu peux pas forcer un employeur, un patron à créer une entreprise là où le terreau il est pas fertile. En France, le terreau, c'est de l'argile, ça colle aux bottes. Tu peux pas t'en défaire. Tu es obligé de passer le Karcher là-dedans. Le terreau est pourri en France. Tu te fais taxer à outrance, et je parle là en tant que entrepreneur, mais tu peux le voir en tant que salarié. Tu te fais taxer à tous les niveaux. Tu te fais taxer sur ton super brut, donc la part qui est reversée de l'entreprise, c'est du vol. Parce que derrière, on te dit, ouais, ça va être pour ta retraite et tout ça. Tu te retrouves à la retraite, ton point d'indice, il est gelé une année sur deux. Tu te retrouves à la retraite, on te dit, bah finalement, on va peut-être retirer tes petits des pourcents d'avantage de quoi que ce soit sur ta retraite. Donc pour le coup, on te change les règles du jeu et on te dit pendant 43 ans, t'inquiète pas, ça va bien se passer, on gère ton pognon. Spoiler alert, demande aux boomers d'aujourd'hui. Tes cotisations sociales, sur lesquelles encore une fois, bah, t'es prélevé et spoiler alert, c'est l'État qui gère, t'inquiète. Et puis après derrière, bah, tu te retrouves avec les impôts, et puis derrière, tu te retrouves avec la TVA, et puis derrière, tu te retrouves avec la taxe sur la taxe. Hashtag le carburant. Une taxe sur le pétrole, une petite taxe par-dessus je ne sais trop quoi, et puis une petite TVA supplémentaire sur toutes ces taxes. Un millefeuille de taxes qu'on a en France. C'est un millefeuille d'impôts que l'on a en France, comme le millefeuille administratif, mais pour les impôts. Bah derrière, t'as pas envie d'entreprendre en France. T'as pas envie de vouloir créer une entreprise en France. Surtout si en plus derrière, t'as les bobos écolos qui te disent: «Attends, on va te donner plein d'argent» et puis 4-5 ans après derrière, bah au final, on te tape sur le dos. Et pendant ce temps-là, toi, avec tous les impôts, avec toutes les taxes, avec tout ce que tu as reversé à l'État, tu as largement remboursé la petite contribution de quelques millions d'euros que l'État t'a envoyé pour décarboner ton entreprise. Une industrie décarbonée, quoi. C'est deux choses qui collent pas ensemble déjà. Enfin, faut être logique un minimum. Moi, je comprends pas les gens qui sont pas logiques. Après, c'est ma logique. Elle a le droit d'être contredite. C'est pour ça que les commentaires sont ouverts. D'ailleurs, à ce sujet, les commentaires, ils sont pas censurés, hein. S'ils sont censurés, c'est que c'est YouTube qui fait son petit schmilblick, ou c'est que toi qui as mis des insultes à l'intérieur. Pas forcément vers moi, hein. Même envers les politiques, tu vois, c'est pareil. Après, les petites insultes sous forme d'humour, ça c'est très drôle. Chacun voit midi à sa porte. usines de demain et d'après-demain. La réindustrialisation, elle invente, elle ne restaure pas. Mais même pour Jean-François même pour Riel. les industries de demain, je pense à Rancorex, c'est pas simple non plus. Hein. Vous vouliez réagir peut-être, Jean-François Riel? Je vous voyais écouter Non, attentivement. non, non, je trouve que ce que a dit Christophe Barbier est très juste. Je dirais qu'il faudrait qu'on se donne un cadre réglementaire favorable en Europe pour pouvoir réindustrialiser. Un câble réglementaire, donc un autre millefeuille administratif supplémentaire, qui va très certainement avoir besoin de ponctionnaires supplémentaires, de façon à pouvoir mettre de nouvelles taxes supplémentaires. Pour l'industrie de demain, le futur, avec le futur de l'administration publique complexe qui torpille les entreprises, qui au final se disent: «Bah non, finalement, on va aller en Inde, c'est mieux». Quand je vois par exemple le gouvernement Biden qui, plutôt que de mettre en place des normes très dures sur le plan écologique, a dit aux entreprises qui faisaient des efforts. Mais attention, l'écologie, c'est pas rentable. La preuve, tu donnes 500 millions d'euros à ArcelorMittal, il dégage tous les salariés. Parce que, bah, il y a d'autres choses qui font que l'écologie n'est absolument
pas rentable. Le jour où l'écologie sera rentable, éventuellement, ça pourrait être intéressant de se pencher là-dessus. Mais aujourd'hui, tu plantes une éolienne, déjà, c'est pas beau, ça réduit la valeur de ton bien immobilier si tu as le malheur d'avoir ta baraque juste à côté et derrière, c'est subventionné à tout bout de champ et en plus, de plus, ça produit pas d'électricité en continu. Bah, pourquoi est-ce qu'on continue à investir dans des éoliennes? Hein, c'est comme le chiffre sur les calculs de salaire. C'est un exemple, va pas me parler d'ArcelorMittal ou quoi que ce soit. J'essaye de faire en sorte que le message soit le plus clair possible. Il y a un bouquin que je suis en train de lire en ce moment, attends, tu vas le voir, tugudugudu, qui semble être intéressant. C'est Günther Pauli, qui est une personne qui a créé des entreprises. Alors, je le connais pas très bien, je connais pas très bien son parcours, mais il a créé quand même pas mal d'entreprises, il a créé quand même pas mal d'emplois. Bah, d'ailleurs, il a mené à première vue 200 projets, 3 millions pardon, d'emplois créés et 5 milliards d'euros investis. Donc le gars, il sait de quoi il parle et il est parti sur une idée écologique qui est logique. C'est le recyclage. Le déchet des uns fait le bonheur des autres. C'est un petit peu ce que tu peux retrouver dans son bouquin. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. Si ArcelorMittal crée de la pollution, il y a bien une entreprise en face qui doit être capable de pouvoir faire ce recyclage de façon à transformer cette valeur en un produit final. Il y en a bien qui transforment les asticots en éléments pour désinfecter des poulaillers. Les déchets des uns fait le bonheur des autres. Mais nous, on préfère subventionner, et puis après taper sur les entreprises ou les vilaines entreprises qui ont trop de millefeuilles administratifs, millefeuilles taxatifs. Ça me fait penser au laxatif, ça. Et en même temps, ça fait chier de payer des impôts. Enfin bref, tu me comprends. Ce que je veux dire par là, c'est que l'écologie sera rentable le jour où il y aura un business de l'écologie. Et le jour où on aura arrêté de balancer des subventions à tout va pour faire passer non pas une écologie, mais une idéologie écologique. Qui est accessoire, on met des taxes aussi aux Français, écolo punitives sur des avions par exemple, pour aller financer une SNCF qui n'est pas rentable. Et derrière, les cheminots, encore une fois, je caricature, il n'y a pas que les cheminots, ça fait grève. Pourquoi faire perdre de l'argent à l'État? C'est pas moi qui le dis, hein, j'en parle dans ma dernière vidéo. Quand je vois par exemple le gouvernement Biden qui, plutôt que de mettre en place des normes très dures sur le plan écologique, a dit aux entreprises qui faisaient des efforts là-dessus qu'elles auraient un crédit d'impôt, je trouve que c'est hyper intéressant parce que c'est incitatif, c'est positif. Non, je suis pas d'accord. Tu mets pas de crédit d'impôt parce que tu fais un effort. Tu dois donner une valeur de rentabilité à l'entreprise. Tu dis à l'entreprise, tu payes pas 20 000 euros d'impôt si tu investis 70 000 euros dans l'écologie. Je suis désolé, mais tu vas quand même payer tes 20 000 euros d'impôt. Tu t'en balèques de l'écologie dans ces cas-là. La proportion, elle est infime. Alors que si tu dis à l'entreprise, bah écoute, on t'a trouvé une autre entreprise qui peut récupérer tes déchets et en plus qui te paye pour récupérer tes déchets, et cette entreprise-là va créer de la valeur avec ces déchets, qui créera d'autres richesses, là, tu te retrouves dans une écologie qui est logique et qui rentre dans le cadre économique que l'on a aujourd'hui. Alors que nous, on va se retrouver avec des règles qui parfois sont totalement inadaptées. Dans mon secteur, par exemple, la directive européenne des voyages à forfait, on s'appelle comme ça, elle est absurde, Bernard. Une règle trop punitive. Ah, le petit taquet. Il était sympa, le petit taquet. Bon, tout ça pour dire que aujourd'hui, il y a vraiment un problème au niveau de l'emploi. Pour moi, il y a deux problèmes là-dedans. Le premier problème, c'est l'État. L'État devrait arrêter de gérer l'argent des Français. C'est terminé. Enfin, je veux dire que, on l'a vu dans la plupart des États communistes dans le monde, mis à part une petite exception, je crois que c'est en Corée du Nord, si je me trompe pas, ou un truc comme ça a toujours mal fini. Quand l'État se mêle du problème des autres, ça finit toujours mal. Ça, c'est le premier gros problème. Et le deuxième problème, bah effectivement, il est sur le point écologique. Aujourd'hui, l'écologie n'est que idéologique. Elle n'est pas effective parce qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas trouvé de moyens rentables pour pouvoir faire une écologie qui soit viable. Hein, je te reparle encore des petits moulins à vent qu'on a plantés en France. Et voire même, il y a un troisième petit problème. Et ça, c'est un problème que je trouve extrêmement gravissime. C'est que les Français n'ont pas de vision entrepreneuriale. Et quand ils voient des ArcelorMittal licencier 600 salariés, ils trouvent ça dégueulasse. Bah oui, mais ça fait partie de l'entrepreneuriat. S'il n'y a pas d'entreprise en France, s'il n'y a pas de terreau fertile pour accueillir les entreprises en France, il
y a pas de travail. S'il y a pas de travail, bah, les salariés, ils sont encore une fois dans la merde. C'est pour cette raison que tu as 2 choses en fin de compte à faire sur cette chaîne YouTube. La première, c'est de t'abonner, comme ça encourage le contenu que je pousse. Mais le deuxième, bah, c'est de te lancer. Et tu peux te lancer sur plein de sujets. T'es pas obligé de créer une entreprise complète, t'es pas obligé de créer un empire. Tu peux te créer du complément de revenu, par exemple en t'exprimant sur les réseaux sociaux. C'est exactement ce que je fais sur cette chaîne YouTube. Je te montre exactement ce que je suis en train de mettre en place pour te dire que c'est tout à fait possible. Tu crées une petite chaîne YouTube, tu parles d'écologie, tu parles du gouvernement qui t'énerve, tu parles de l'actualité de tous les jours, tu parles de sujets qui te passionnent, qui t'intéressent, voilà, qui dans les tripes, là, tu les prends comme ça, toc, tu les balances dans une vidéo. T'es pas obligé de montrer ton visage au départ. Sur cette chaîne YouTube, tu regardes les premières vidéos, je montrais pas mon visage. Et les vidéos, elles étaient complètement pourries. Autant pourries au niveau du montage qu'aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas de gagner du pognon grâce à mes idées, grâce aux valeurs que je veux faire passer. Et tu peux le faire. Tu peux utiliser YouTube, tu peux utiliser TikTok. Rien ne t'empêche aujourd'hui de prendre ton petit téléphone, de filmer un truc qui t'énerve, par exemple, dans la rue, dans le quotidien de la journée, dans ce que tu as pu voir dans le bus, dans le tram, dans le train, dans ce que tu veux, et de t'exprimer sur ce sujet-là. Tu vas fédérer une communauté autour de tout ça, autour de toi, des idées que tu vas pouvoir partager avec d'autres personnes. Puis ça a un petit but un petit peu à vocation de soulager ton énervement face à tout ça. Bref, tout ça pour te dire que si tu veux en savoir plus, bah t'as le lien dans la description. Tu peux accéder à mon canal Telegram et tu auras la possibilité dedans d'avoir mes différentes revues d'actualité, mais aussi ponctuellement des petites astuces pour que tu puisses commencer à générer tes premiers revenus sur les réseaux sociaux. Allez, retourne travailler.